Merci, bonsoir. Le concert de ce soir est exceptionnel à plusieurs titres. Ça fait 300 ans qu'on n'a pas entendu deux des œuvres majeures qu'on va entendre ce soir. Le concert s'inscrit dans un projet plus large, celui d'un programme de recherche interdisciplinaire porté par le Centre de musique baroque de Versailles qui s'appelle Acadec et qui s'intéresse à l'histoire de ces concerts. On n'avait pas du tout idée de l'ampleur de ce qu'on allait découvrir, ou du moins on l'avait sous-estimé. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et je vous remercie. Je suis Bénédicte Hertz. Je suis chercheuse et musicologue au Centre de musique baroque de Versailles. Je fais des recherches historiques, je mène des enquêtes sur ce qu'était la musique en province au XVIIIe siècle. Ma thèse, je l'ai faite ici à Lyon, sur cette collection de l'Académie des Beaux-Arts de Lyon, et plus spécifiquement sur les œuvres sacrées. La polyphonie était interdite dans le diocèse de Lyon. Et pourtant, on a cette collection incroyable de richesse et de diversité de motets à grand chœur, qui était le genre de musique sacrée par excellence au XVIIIe siècle. Et on a cette collection qui est conservée à Lyon, alors qu'on n'avait pas le droit de jouer cette musique dans les églises. Parce qu'en fait, il y avait à Lyon ce concert de l'Académie des Beaux-Arts qui a tout de suite mis à son programme le motet à grand chœur comme pièce conclusive de chaque séance hebdomadaire. Lorsque j'ai été embauchée au Centre de musique baroque de Versailles comme chercheuse en 2020, alors j'ai eu l'idée de reprendre ce sujet de recherche sur le concert en me disant que finalement le concert de Lyon n'était pas isolé en France. Il existait déjà à Paris des concerts chez des aristocrates où on pouvait venir sur invitation ou parfois sur abonnement. Mais là, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on a des villes de province qui vont être des lieux capables d'accueillir une vie musicale. Et les académies de musique vont être des institutions vraiment officielles dans chaque ville. Si on prend le plan de la ville de Bordeaux, on a la salle du concert au milieu. C'est pareil pour Lyon, où se trouve aussi l'hôtel du concert sur le plan. J'ai eu l'idée d'essayer de voir comment ces académies de musique étaient nées au tout début du XVIIIe siècle. Je suis Thomas Vernet, je suis musicologue. Et j'ai la chance depuis 10 ans maintenant d'être responsable des bibliothèques de la Fondation Royaumont. L'endroit où nous sommes, à la Fondation, réunit depuis 1946 cette collection, qui est à la fois donc un élément de patrimoine de l'histoire musicale et l'histoire des collections musicales, mais aussi un ensemble très inspirant pour les musiciens et les chercheurs d'aujourd'hui. La musicologie a des branches très, très variées et ici, le projet qui nous réunit est plutôt un projet d'histoire de la musique, en fait. J'ai reçu un coup de fil de Bénédicte, que je connaissais par ailleurs. On avait soutenu notre thèse à peu près dans les mêmes années. Elle proposait que le centre s'intéresse plus particulièrement à la vie musicale en province et à la question des académies de concert, qui avait été donc son sujet de thèse, mais centré autour de Lyon. La première chose qui nous a préoccupés, c'était d'essayer de définir ces académies à partir de textes normatifs rédigés par les fondateurs de ces différentes sociétés et qui donnent le cadre formel de ces académies. Il fallait aussi faire un état des lieux de ce qu'étaient ces académies de musique,
On en avait recensé une trentaine au début du projet. Il fallait qu'on aille voir qu'est-ce qu'on considérait comme une académie de musique, qu'est-ce que c'était, est-ce qu'il y avait un modèle commun qui se déclinait partout. Et finalement, on s'est aperçu que c'était un sujet à la fois passionnant et immense, qu'à nous seuls, on ne serait pas capable de le porter, qui dépassait les limites de la seule discipline musicologique. Pour avoir les moyens de mener une recherche d'envergure, on s'est tourné vers les appels à projets financés par l'Agence nationale de la recherche. Et nous voilà partis pour 4 ans et demi de recherche. Comme notre objet de recherche était un petit peu hybride, puisque c'était à la fois des académies de musique et des académies des sciences, on avait vraiment besoin de constituer une équipe avec Thomas Vernet qui soit pluridisciplinaire, interdisciplinaire, c'est-à-dire avec un dialogue des disciplines. On a très vite décidé qu'il fallait absolument des historiens dans l'équipe, et notamment des historiens des institutions, des historiens des sciences qui avaient, eux, travaillé beaucoup sur ces questions d'académisme, et puis des musicologues, puisque, in fine, la partie qui nous intéressait aussi, c'était le répertoire et les pratiques musicales. Je suis Pauline Lemaigre-Gaffier, je suis maîtresse de conférences en histoire moderne. Je suis spécialiste du XVIIIe siècle à l'université de Versailles-Saint-Quentin, au sein de l'université Paris-Saclay. Le XVIIIe siècle, c'est aussi ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Donc c'est dans l'imaginaire, un imaginaire qui est encore très très fort aujourd'hui. Le siècle des philosophes, c'est le siècle des idées nouvelles. Et en fait, surtout des idées qui ont fondé en fait notre modernité. Donc c'est nous, en fait. C'est à la fois autre chose, mais c'est nous. Et c'est très très sensible aujourd'hui. Ce qui a beaucoup changé en fait dans la compréhension de ce siècle dans les dernières décennies, c'est de se demander en fait comment justement toutes ces idées nouvelles ont pu émerger et surtout être appropriées et produire du changement social. Donc les académies de musique, elles peuvent vraiment être resituées dans tout un ensemble de phénomènes qui sont cette émergence nouvelle de lieux d'échange qui sont à la fois des lieux de construction de savoir, de partage de savoir, de partage d'informations, d'en faire des affaires publiques, non pas relevant du secret du roi. Quand on parle d'académie en termes de musique pour la France au XVIIe et XVIIIe siècle, on a l'image de l'Académie royale de musique, qui est l'ancêtre de notre Opéra de Paris. Vient s'ajouter à cela que des succursales de l'Académie royale de musique peuvent s'implanter à travers des troupes dans différentes villes de province, et que ces académies, ces succursales de l'Académie royale de musique sont totalement indépendantes de nos académies et concerts qui est notre sujet d'étude. Une académie de musique, comme les autres académies, parce qu'il y a plein d'académies en fait, dans la France du XVIIIe siècle, c'est d'abord et avant tout un lieu de sociabilité. Et donc un lieu de sociabilité dans la France d'Ancien Régime, c'est le lieu d'une rencontre choisie entre personnes qui vont du coup pouvoir se considérer comme égales. Mais bien parce que c'est choisi. Un entre-soi, mais qui après se pense comme un entre-soi qui permet des échanges, qui permet des rencontres, et du coup d'être sur un pied d'égalité, au moins dans le cadre de l'académie. Donc c'est un lieu de sociabilité où on va pratiquer la musique. Et ces concerts sont donc ouverts aux académiciens, c'est-à-dire ceux qui ont souscrit à un abonnement et qui donc constituent cette société. C'est un concert qui est semi-public, on pourrait dire, parce que en réalité, il est relativement ouvert à l'élite urbaine et aux étrangers de passage de bonnes conditions ou qui peuvent faire valoir de talent. Mais ça reste régi par ce système d'abonnement où chaque personne doit cotiser pour pouvoir rentrer au concert. On n'est pas dans un spectacle payant, on est dans un concert par souscription. Ces académiciens, mais qui peuvent être plusieurs centaines dans certaines académies plus importantes, souvent ils sont amateurs de musique, c'est-à-dire qu'ils aiment la musique, mais ils peuvent aussi la pratiquer. Mais comme ils ne pratiquent pas tous très bien, et puis qu'on est aussi dans un siècle de professionnalisation des arts, on va aussi engager des musiciens pour qu'ils jouent dans ce cadre.
Les concerts que donne l'Académie sont accessibles à ceux qui appartiennent à cette société ou qui y sont admis parce qu'ils ont un lien, en fait, avec ces académiciens. Il y a le moment du concert, et puis il y a aussi le moment où on se retrouve sans doute avant et après. On cultive l'entre-soi, c'est le paradoxe de cette société du XVIIIe siècle qui se veut égalitaire, mais qui se veut égalitaire dans une société qui se choisit. Ce sont aussi des lieux où on va peu à peu inventer ce qui est, nous, notre manière de consommer, en fait, la musique, ou en tout cas de l'écouter. Que l'espace du concert est un espace où il faut bien se tenir corporellement, où il faut aussi être dans l'écoute silencieuse. Il y a ce personnage qui apparaît dans certains règlements de commissaire du silence. Et si on est obligé de le préciser, c'est bien que c'est pas du tout, en fait, l'attitude qui est celle adoptée dans les salles de spectacle à cette époque. Au théâtre, on va interpeller les acteurs qui sont sur scène, on discute entre soi, donc c'est des lieux de vie. Donc là, vous voyez, il y a cette idée qu'on va pouvoir discipliner les corps et les esprits par l'écoute de la musique. C'est aussi pour ça qu'on va sélectionner ceux qui socialement sont aptes à entrer dans l'académie. Ce sont bien souvent des amateurs. Ce ne sont pas des musiciens professionnels qui créent une académie. Ce sont des notables locaux, en lien avec les pouvoirs locaux, qui vont faire appel à des gagistes, à des professionnels pour soutenir les concerts. Ça me fait penser à nos associations aujourd'hui, avec un bureau, avec un système de choix du répertoire, de commissaires qui décident des œuvres, etc. Et ça, c'est tout à fait nouveau, cette organisation, cette structure de ces institutions. C'est vraiment le propre de l'académisme. C'est pas une entreprise, c'est vraiment une société qui est administrée par ses membres, entre pairs. On a ses premières fondations en 1707 à Bordeaux, 1713 à Lyon. Et très vite, ça va s'emballer, en fait. Et dans les années 1720, on dénombre beaucoup d'académies de musique. Et le Mercure de France va même dire il s'en crée partout dans les petites et grandes villes. Et donc, les villes vont s'investir dans la gestion, en fait. Elles vont faire une sorte de subvention déguisée ou plus ou moins déguisée en participant aux frais du concert. Et dès lors, ça va devenir de plus en plus un établissement public, en tout cas financé par la ville, même si on reste toujours avec ce système d'abonnement pour entrer au concert. Et donc, en ce sens, c'est vraiment les premiers concerts publics. On est obligé de faire avec les vides. On est obligé de faire avec ce qui manque. On est comme si on reconstituait un puzzle ou une mosaïque dont on sait dès le départ qu'il va manquer des morceaux. Il faut trouver où se trouvent ces pièces. Enfin, il faut déjà les trouver et après les mettre ensemble. Ce qu'il faut vraiment toujours garder présent à l'esprit, ce sont des objets qui ont traversé le temps et qui donc ont été transformés, ont pu être altérés volontairement ou pas. Les informations qui ont l'air le plus objectives possible sont toujours le résultat d'un point de vue. Donc il faut toujours essayer de comprendre d'où nous vient la parole dont on a l'impression qu'elle vient directement du passé.
Quand on parle d'un projet musicologique, on s'imagine d'abord la partition, le texte musical. On a eu la chance de découvrir ou de mettre à jour des fonds musicaux qui dormaient, entre guillemets, dans des archives à Pau, à Carpentras, où le fond du concert de ces villes a été conservé. Mais ce n'était pas seulement les sources musicales qui nous intéressaient, c'était aussi toutes les sources d'archives qui permettent de renseigner sur le concert, des textes normatifs, des statuts et règlements, des correspondances aussi entre les directeurs du concert, les pouvoirs locaux et centraux qui soutiennent ces académies, la presse qui, plutôt à la fin, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, va se développer et va témoigner aussi de la présence d'un concert dans telle ou telle ville, où on va passer des annonces. Je m'appelle Jean-François Di Maxou Enzen, je suis originaire du Bourbonnais, le département de l'Allier. Au sein d'Acadec, je suis entre guillemets la personne ressource pour l'Académie de musique de Moulins. Je connais Bénédicte Herz depuis plusieurs années, je l'ai rencontrée au sein du projet Musée-Frem sur les musiciens d'église. Et c'est là, elle m'a dit, mais à Moulins, il y a une académie de concert. Bah oui, je sais, j'ai déjà travaillé un petit peu dessus. Ah bon? Et donc, je m'implique, d'accord, tu peux compter sur moi pour Moulins. Les caractéristiques, hélas, des académies, pour l'essentiel, c'est le volume des sources qu'on a sur elles. On a un registre de délibération à Moulins, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a un à Pau, mais on a très peu de registres de délibération. On ignore donc ce qui s'est joué à l'Académie de Moulins dans une large mesure. Il y a quelques mentions dans les délibérations, mais elles sont très, très réduites. On sait que les grands corps, les grandes administrations, on va dire, de la ville de Moulins, souscrivaient, tous les hauts fonctionnaires de la ville venaient au concert, et également les officiers des régiments en garnison à Moulins étaient souscripteurs de l'Académie. Ce qui est intéressant dans les règlements, c'est que pour le musicologue, c'est super chouette parce que ça ne parle jamais de musique. Ça parle simplement des contraintes financières. Il est décidé de faire une académie de musique avec un président qui sera monsieur l'intendant, avec des commissaires qui seront nommés. On se réunira tel jour, à telle heure, avec telle fréquence. Les vacances auront lieu durant tel mois et tel mois. Il n'y a qu'un seul article qui traite de musique, qui évoque les musiciens. Pour le reste, il y a même le rôle du portier, qui ne laissera entrer dans la salle que les personnes qui sont à jour de cotisation. Donc, le registre de l'Académie de musique de Moulins. Alors, on a le règlement imprimé, on le retrouve, l'original manuscrit en début, puis tous les actes de procédure, de création de l'Académie, la nomination des commissaires, l'état des finances. On a d'autre part les engagements de musiciens, le paiement des musiciens, donc des listes de noms avec en face un montant. Et on a également les délibérations dans les périodes de crise, c'est-à-dire on n'a plus d'argent, que va-t-on faire? Toute cette effervescence est assez bien documentée. Et puis ensuite, dans ce registre de délibération, il y a des manques, il y a des trous. On ne peut pas faire une liste de grands moments de l'Académie de musique, mais on peut faire une liste de mauvais moments de l'Académie de musique. C'est-à-dire, dès lors qu'un problème financier se présente, délibération, on a décidé qu'on va réduire les traitements des musiciens, les musiciens acceptent, viennent signer, d'autres refusent, donc on leur dit vous allez partir, finalement ils acceptent. C'est ces périodes-là qui sont les mieux documentées, parce que là, dans le registre des délibérations, il a fallu délibérer pour voir comment on allait s'en sortir. Voilà. Tout à coup, il y a en province un autre débouché de carrière que l'église ou que l'opéra. Ça révolutionne tout parce qu'il y a des musiciens qui vont pouvoir vraiment se poser comme musiciens de concert. Dès la deuxième moitié du XVIIIe, les entrefilets parus dans la presse témoignent que les concerts essayent de recruter les meilleures voix possibles, les meilleurs instrumentistes possibles. Mais on s'est rendu compte également que les musiciens qui étaient dans une collégiale, puis qui disparaissaient avant de réapparaître 5 ans plus tard dans une cathédrale,
Ben, entre les deux, ils avaient fait un séjour dans un concert. Et on se rend compte que les musiciens vont d'une structure à l'autre. C'est exactement le même système qu'avec des sportifs qui, au fil d'une carrière, montent d'un club à un autre club plus important et en se faisant payer de plus en plus cher et en monnayant leur talent. Alors, nous sommes aux Archives municipales de Lyon, où sont conservées certaines archives relatives à l'Académie des Beaux-Arts de Lyon et à son concert. Ça rassemble plusieurs sortes de documents, des pièces comptables, un livret du répertoire qui était joué, des engagements de musiciens, des inventaires de la bibliothèque. On a ainsi des témoignages divers et variés sur ce qu'était la vie de cette académie. On a une liste du répertoire qui était à disposition des musiciens et qui était joué au concert hebdomadaire. Cette collection, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle par sa richesse, elle est exceptionnelle par la quantité d'œuvres qui ont été rassemblées. C'est une des plus riches collections de musique de province, du moins pour cette première partie du XVIIIe. On a ici une des toutes premières œuvres qui a été jouée à l'Académie des Beaux-Arts de Lyon en 1714, un an après sa création. Et c'est un divertissement, un impromptu qui a été composé par Bergiron de Brioude du Formichon, l'un des cofondateurs du concert, et qui est dédié au maréchal de Villeroy, le protecteur de l'Académie. Bergiron du Formichon, c'est un personnage encore assez mal connu, très touche-à-tout, mais qui s'avère être une cheville importante de la vie musicale en France, et notamment à Lyon. Il est chanteur, il compose des cantates qui sont conservées. On a ici aussi beaucoup d'opéras qui ont été écrits par lui ou arrangés par lui. L'Académie de Lyon démontre très fortement qu'il existe en dehors de Paris un foyer artistique, d'autres lieux pour entendre de la musique, d'autres lieux pour créer de la musique, pour produire de la musique, pour écouter de la musique. Ça tient vraiment à la personnalité de Bergiron, de Brioude du Formichon. Il y a des personnalités comme ça qui sont marquantes, qui ont sans doute été très actives pour la promotion et la vie d'un concert. Mais c'est difficile d'attribuer l'invention du concert à une personnalité. Je pense que c'est des mouvements collectifs. Il y a à différents niveaux, différents acteurs jouent un rôle. Alors là, c'est le plan de la toute première salle de concert de France. C'est l'hôtel du concert qui a été construit en 1724 par les académiciens sur un terrain cédé par les Cordeliers, en plein centre de Lyon. Là, on a l'invention de la salle du concert, un espace rectangulaire avec une entrée, un accueil du public, des petites loges, des vestiaires pour pouvoir déposer ses vêtements, et puis un espace pour entendre la musique qui est délimité en deux parties, avec une partie où se place l'orchestre et une partie où se place le public, avec des rangs de loges et de tribunes. La première salle de concert en France n'existe plus. On a ce document qui est un témoignage unique qui nous raconte la disposition du lieu avec le mémoire de l'architecte. Et on a aussi quelques documents graphiques, un daguerreotype et des gravures de la façade de cet hôtel du concert. Ce dossier de l'Académie conserve aussi un inventaire des meubles du grand concert, c'est-à-dire tous les effets qui meublaient la salle du concert. Un clavecin par Donzelag avec son pupitre, 20 pupitres en place, des pupitres mobiles, des lustres, divers lustres et chandeliers pour l'éclairage, des banquettes garnies et couvertes en toile verte, et puis des grands rideaux de coton blanc qu'on fait régulièrement nettoyer. S'intéresser à ce type d'institution hybride, ça permet de poser autrement les interrogations qu'on peut avoir sur le rôle de l'État au XVIIIe siècle. Même encore au XVIIIe siècle, à un moment de développement bureaucratique,
les moyens du roi sont limités. Il faut quand même toujours se rappeler qu'on n'a pas d'autoroute, on n'a pas de voiture, on n'a pas Internet, on n'a pas de téléphone. Donc de toute façon, rien que pour échanger, il faut des jours, des semaines, voire des mois. Et donc les acteurs qui sont sur place dans toutes ces villes, ils ont, ne serait-ce que matériellement, ils ont une grande marge de manœuvre, une grande autonomie. Alors du coup, on se décentre. On voit aussi le rôle d'individu. Et alors, c'est là qu'on voit en fait revenir le pouvoir royal, mais autrement, c'est-à-dire en collaboration avec ces acteurs locaux. Parce que le roi, il a des représentants dans ces villes. C'est vrai qu'on pensait au début aller aux archives nationales ou dans les fonds d'archives de province et trouver vraiment trace de lettres patentes, c'est-à-dire d'autorisation royale pour le concert. Et en réalité, les choses sont beaucoup moins officielles, en tout cas du point de vue de ces lettres patentes. Il y a des permissions, quelques autorisations, quelques lettres patentes, mais l'autorisation d'établir une académie de musique ne passe pas forcément par des lettres patentes. Néanmoins, c'est toujours quelque chose qui est reconnu par les autorités locales, le gouverneur, l'intendant, le maire de la ville, prévôt des marchands ou maire, et éventuellement les autorités épiscopales dans certaines villes. En tout cas, c'est pas Paris et la cour qui ont l'apanage de l'inventivité musicale au XVIIIe siècle. Et ça, c'est vraiment une rupture dans les représentations communes qui ont cette idée qu'au sommet d'une sorte de pyramide ou au centre d'un cercle magique, vous avez Paris avec la cour et l'Académie royale de musique, où tout s'invente. Et après, ça ruisselle en province et puis dans le reste de l'Europe. L'Académie s'arrête faute de moyens. Faute de moyens, c'est-à-dire que les termes sont très polissés, c'est-à-dire qu'on dit qu'il manque de l'argent. Les commissaires, qui sont des aristocrates que l'on valorise en leur confiant un rôle de commissaire de l'Académie, mettent la main à la poche, de plus en plus souvent. Et au bout d'un moment, ça fait trop, et donc l'argent manque. Ces académies s'éteignent pour laisser place, entre autres, au concert marchand, qui va générer du profit, en fait, pour l'artiste. Parce que là, on a vraiment un essor du vedettariat, de cette figure de l'artiste qui va être nommée dans la presse. On va écouter un tel jouer ou chanter. Le public se déplace pour des noms. Soit ils disparaissent, soit ils se transforment. Le marché de l'art évolue, la figure du virtuose, de l'interprète aussi change. Les distinctions de rang aussi sont effectivement, sans doute dans ces années, dans ces décennies pré-révolutionnaires, discutées. Et le modèle académique tel qu'il a pu naître paraît aussi effectivement un peu vieilli. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas grand-chose des académies elles-mêmes ? Justement parce que c'était des institutions hybrides qui fondamentalement dépendaient d'initiatives particulières, qu'elles ont eu des existences compliquées. Les associations aujourd'hui, ça meurt, ça se recrée parce qu'il manque d'argent, parce qu'il y a un conflit. Donc ça a été dispersé, sauf parce que pour des raisons particulières, ça a été récupéré par une institution ou des personnes qui avaient les moyens d'archiver tout ça.
dans le projet qu'on avait déposé, il y a eu l'idée de constituer une base de données, d'avoir ce regard synthétique de l'activité des différentes académies en France entre les années 1710 et 1770, et puis effectivement cartographier ces différentes académies. Je suis Nathalie Berton-Pivet, ingénieure de recherche au CNRS. Mon laboratoire, c'est l'Institut de recherche en musicologie. Une grande partie de notre travail, c'est étudier les sources qui nous sont parvenues, comprendre comment elles fonctionnent, comment elles s'articulent par rapport à la société dans laquelle elles ont été produites. Donc connaître les œuvres, savoir comment elles fonctionnaient, comment on les jouait, qui était le musicien, toutes ces choses-là. Avec Pauline Lemaigre-Gaffier et Bénédicte Hertz, on a conçu le format de la base de données en fonction des différentes sources qu'on sait qu'on va devoir traiter. Et on est dans la phase maintenant d'alimentation de la base de données. Donc on rentre toutes les données dans la base qui sera publiée d'ici quelques temps. Ce qui est très intéressant dans la constitution d'une base de données et son utilisation après pour l'historien, pour l'universitaire, le musicien, l'amateur, toute personne intéressée, c'est qu'en fait, on peut mettre en relation les personnes, les lieux, les événements, les dates, le répertoire, les œuvres musicales, les sources, et ainsi voir se dégager des carrières de musiciens, des dates très précises d'activité d'une académie au sein d'une ville, etc. On va interroger tous les catalogues de fonds d'archives, de bibliothèques. Ensuite, on organise la mission de terrain elle-même, c'est-à-dire qu'on fait un déplacement dans la ville concernée, où on va consulter les sources d'archives, les sources musicales, on va faire les différents lieux de conservation de la ville. Et là commence le plus dur du travail, c'est-à-dire qu'il va falloir traiter tous les documents qu'on a amassés pour en tirer tout ce qu'on peut en tirer d'un point de vue scientifique, en fait. On va avoir plus ou moins de documentation et pas la même documentation. Donc il y a des villes où on a un peu tout, ça c'est chouette. D'autres où on va avoir plus de documentation administrative, notamment à Nantes. D'autres où on va avoir un fond musical exceptionnel. Et donc l'idée, c'est qu'en mettant ça en série, on peut aussi faire des hypothèses, vous voyez, valables à l'échelle du royaume, indépendamment de ce qu'on a localement. C'est pas plus facile de traiter l'un que l'autre. Quand il n'y a pas grand-chose, c'est difficile d'arriver à donner corps à l'académie qu'on décrit. Et quand il y a plein de choses, le risque, c'est qu'on est noyé dans la masse et il devient difficile après ça de bien comprendre les sources qu'on a sous les yeux. Les éditions musicales, on les reconstitue à partir de différents supports, ce qu'on appelle les partitions réduites, c'est-à-dire des partitions qui ne comportent que les parties qu'on jugeait à l'époque essentielles. Donc il manque tout ce qu'on appelait les parties intermédiaires, c'est-à-dire les altos pour les instruments, et pour les chœurs, les parties, en général, des parties vocales d'hommes aigus. Donc, comme ça manque, il faut travailler avec des personnes dont le métier est de recomposer ces parties-là, qui reconstituent selon les directives qu'on va leur donner. On va dire, voilà, je pense que c'était 2 parties d'alto qui manquent, donc il va reconstituer 2 parties d'alto. Ou on va lui dire, non, là, je pense que là, plutôt, ce serait une partie de 3e violon qu'il faudrait. Donc, il va reconstituer une partie de 3e violon.
je désambiguïse tout ce que je peux, je précise les instrumentations, je numérote les mesures, je reprécise les systèmes de reprise qui sont parfois indiqués de manière très lacunaire. Et je donne des indications sur ce qui manque et qu'il faut prévoir dans la gravure musicale. Ce qui donne ensuite cette source-là. La musique a été saisie. On a rajouté les 2 parties intermédiaires qui manquaient, que la personne qui est chargée de les recomposer a inséré ici. Et je relis ce document pour produire une édition critique qui documente toutes les actions que j'ai, moi, par rapport à la partition. Alors ici, par exemple, sur les mesures 1 à 53, la partie de violon, je n'ai pas de mention d'instrumentation au départ, mais mesure 8, j'ai une mention violon que je suis. Donc là, je vais travailler avec les relecteurs parce que, compte tenu de ce qu'on sait des pratiques musicales de l'époque, on pourrait aussi adjoindre les hautbois. Et ça donne ça dans la partition. C'est cette section-là, en fait. Pour l'instant, j'ai indiqué violon, mais je sais que ça, je vais pouvoir éventuellement le corriger en fin de parcours. Et le but final de tout ça, c'est bien évidemment, au-delà même de la production d'une partition, c'est proposer aux musiciens des pièces qu'ils vont pouvoir jouer au concert. Donc notre but, c'est aussi de faire revivre tout ce patrimoine musical qu'on redécouvre. Un programme de concert en province, c'est essentiellement un large extrait d'opéra sous différentes formes, remanié pour le concert, et un motet à grand chœur qui conclut le concert. C'est-à-dire qu'on va prendre des œuvres de genres complètement différents, qu'on n'aurait jamais fait entendre dans une même séance musicale, dans une programmation côte à côte. La règle, c'est qu'on finit toujours, quasiment dans chaque académie, par un motet à grand chœur, qui était le genre par excellence, tel qu'il était chanté à la Chapelle Royale. C'est une forme qui a été fixée sous Louis XIV, qui est extrêmement liée à la monarchie de droit divin, mais qui va trouver là, au concert, tout à coup, une diffusion et une réappropriation tout à fait particulière. Quand on donne un concert, on essaye de constituer une unité thématique, un programme qui, à nos yeux modernes, a un sens. L'académisme musical et l'étude des répertoires et des programmes montrent que finalement, on mélange les genres allègrement à l'époque. On joue la carte de la variété à l'académie musicale. Pourquoi on invente cette nouvelle forme de programmation ? En réalité, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est une époque où le goût du public va prévaloir. Et on satisfait un public en lui donnant à attendre des tubes, des morceaux, des pièces qu'il aime écouter. Et on est aussi dans un moment où la chanson, les airs célèbres, sont des moyens de reconnaissance, de goût partagé, mais aussi d'appartenance sociale ou politique. Donc le fait qu'on sorte aussi de certains espaces réservés, les tragédies lyriques pour l'opéra, le motet pour l'église, et qu'on les fasse entendre ailleurs, c'est permettre aux individus de se les approprier autrement et après de pouvoir les restituer dans leur vie sociale autrement. Donc oui, c'est sans doute une importante modification du paysage sonore. Il y a des compositeurs phares qui ressortent tout de suite. Mondonville et Rameau, par exemple, eux, c'est sûr qu'ils font partie du fond de roulement des académies de musique. Il y a des compositeurs, des vieux compositeurs, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire les Lully, Lalande, des Touches, qu'on jouait déjà dans les débuts de l'Académie royale de musique. Ils sont toujours là, ils sont un peu aussi le fil conducteur. Il y a vraiment une permanence, en fait, des grandes figures musicales qui ont marqué la scène lyrique.
On fait la musique avec les moyens dont on dispose. Comme on n'a pas non plus l'image sonore de l'enregistrement et de l'œuvre parfaite qui est figée pour presque toute éternité sur un disque, ben on fait, si on veut entendre la musique, on est obligé de la faire avec les forces en présence. Et donc on n'a pas forcément tous les instruments sous la main, on n'a pas forcément toutes les conditions parfaitement réunies pour pouvoir profiter de la musique, mais on la fait quand même parce qu'on a besoin de faire de la musique. Il n'y a pas la même sacralité de l'œuvre comme on peut avoir aujourd'hui. On propose une reconstitution d'une séance à l'Académie des Beaux-Arts de Lyon dans les années 1720, donc sous la Régence. On pourrait parler d'exploration ou d'expérience, de retester les dispositifs d'époque et les pratiques musicales de l'Académie des Beaux-Arts de Lyon. Donc c'est vraiment le prolongement d'une recherche musicologique sur le répertoire. En fait, cette reconstitution, elle a été passionnante parce qu'elle permet d'entendre pour la première fois des choses qu'on pressent, des choses qu'on a identifiées dans les pratiques musicales et de voir tester les dispositifs, comment est-ce qu'on joue avec très peu de parties intermédiaires. Ça a été l'occasion d'échanges entre chercheurs et interprètes. Il a fallu aussi faire quelques compromis parce qu'on ne sait pas tout. On propose des éléments de réponse avec Damien Guillon qui va diriger l'orchestre. Là, on essaie d'être au plus proche de la pratique de l'époque avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc je me suis dit, voilà, je le fais avec les connaissances qu'on a, mais aussi avec mon instinct de musicien. Ça pose cette question toujours de curseur de liberté qu'on a comme interprète aujourd'hui. Ce qui, moi, m'a séduit, c'est que c'est un projet musicologique de première importance où c'est la province qui est en avant. C'est-à-dire que pour une fois, on n'est pas dans des considérations musicales qui s'appuient sur Paris, Paris et Versailles. Pour moi, ce projet Acadec, c'est vraiment l'aboutissement d'une recherche qui a commencé quand je faisais ma thèse à Lyon et qui, là, s'élargit avec vraiment un aspect militant. Une recherche qui pourrait se décentrer de Paris et de la cour. C'est vraiment un mouvement qu'on doit amorcer maintenant, je pense. La cour, c'est une chose, mais la province, c'est autre chose, qui a une réalité certaine et qui mérite d'être étudiée et redonnée au concert dans la forme qui était celle qui était pratiquée à l'époque. À certains égards, il n'y a pas de bon projet si on ne pense pas un peu contre. C'est-à-dire, alors pas par le plaisir de d'ébranler l'ordre social, forcément, mais de remettre en question des vérités qui semblent bien établies, mais avec des raisons pour le faire. Quand on peut revendiquer une soixantaine d'académies de concert sur une cinquantaine d'années, c'est un phénomène prégnant, important. Ces villes qui sont des lieux de pouvoir, elles attirent des artistes, elles attirent du monde. Le concert en France est né en province. Ce n'est pas un fait innocent. Après le projet Acadec, on ne peut plus considérer la musique en France de la même façon. On ne peut plus l'appréhender de la même manière.